vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je suis Sénia Stirn, je suis docteur en psychologie. Alors, pour résumer un peu, c'est un peu difficile hein, parce que ça fait longtemps que j'exerce, il faut dire. Mais en gros, au niveau clinique, je travaille au centre hospitalier de Rouffach, qui est spécialisé en santé mentale. Et Et je commence à développer en fait le libéral. Bon, ça va être plus en place, on va dire, à la rentrée. Mais là, je vais développer plutôt des consultations pour enfants et leurs familles. À Rouffach, je travaille donc avec les adultes, hein, principalement, et les adolescents. Et alors, côté institutionnel, j'ai pu créer vraiment plusieurs structures différentes, quoi. Mais bon, pour commencer, la consultation mémoire psychocognitive, hein, qui était la première et peut-être même la seule en France, hein, qui tient en compte, en fait, des aspects d'un côté cognitif et neurologique, et puis de l'autre côté, les aspects psychiques. Hein, parce que, par exemple, on va dire, on sait aujourd'hui que la maladie d'Alzheimer va pas advenir à n'importe quel moment de l'histoire du sujet. Et il faut tenir compte de l'histoire de la vie, du moment qui est en train de se produire, la famille, etc. Et puis de l'autre côté aussi, comme c'est des diagnostics différentiels, de voir est-ce qu'on est dans quelque chose qui est un processus démentiel ou bien on est plus dans un impact psychique, voire psychopathologique hein, sur un fonctionnement cognitif. Donc ça, c'est une chose. Puis de l'autre côté, institutionnel toujours, euh, j'ai pu être le moteur de la création du collège de psychologie du centre hospitalier de Rouffach, hein, qui était la première, en tout cas, instance consultative de l'établissement, donc qui participe à la politique de l'établissement, qu'on avait fait à l'époque avec le ministère, les ARS, etc. Bon, après la structure neuropsy mobile, voilà. Et puis là, je suis sur un autre projet de centre d'orientation, d'évaluation et de thérapie brève, hein, parce que, comme on le sait, là, vraiment, Covid a provoqué des dégâts extrêmement importants. Et puis la demande, elle est énorme. Juste comme ça, pour dire, moi, dans les 2 dernières semaines, j'ai eu 50 nouvelles demandes et que je ne peux pas honorer. Donc voilà, ça c'est côté un peu institutionnel brièvement. Et puis sinon, quoi dire? Alors bon, j'avais fait ma thèse en fait sur le diagnostic différentiel. Et puis par la suite, donc j'ai publié chez Duno l'évaluation neuropsychologique en clinique adulte. Donc, il est apparu chez Duno fin 2018. Hein, il fait plus de 1000 pages. Donc, certains l'appellent la Bible de la neuropsychologie, il faut dire. Mais bon, il y a vraiment de très, très bons retours. C'est bien des enseignants, des étudiants que des praticiens en disant qu'il y a vraiment tout dedans. En fait, j'avais écrit ce livre-là parce que comme je suis pionnier en neuropsychologie, j'aurais aimé avoir un livre comme ça à mes débuts parce que ça me permettrait en fait de faire bien ma clinique et surtout de faire de la recherche clinique. Donc, c'était vraiment un peu dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a, voilà, il y a toute la partie, la théorie, hein, avec les différentes fonctions cognitives, le fonctionnement psychique, je vais dire, hein, global. Et ensuite, toutes les maladies. Il y a pratiquement, je suppose, tous les tests, en tout cas ceux qui étaient reconnus au niveau scientifique, enfin validés au niveau scientifique, et puis la partie pratique. Avec cet aspect peut-être un peu particulier où je continue, si vous voulez, d'avoir cette approche d'avoir une approche aussi bien neurocognitive que psychodynamique, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre, comme le corps ne va pas sans la psyché et vice-versa, quoi, si vous voulez. Pour ce qui me vaut parfois pas mal de critiques, mais bon, généralement, les gens aiment bien, quoi, on va dire. Et puis sinon, je suis très engagée pour la profession des psychologues dans le sens, en fait, de la protection du public. Et ça, depuis, je vous dirai pas toutes les années, mais c'est longtemps.
Voilà, donc je reste assez engagée là-dessus. Donc j'écris beaucoup d'articles. Je fais participer à pas mal de constructions, comme le titre de psychothérapeute, quoi, par exemple. Je pense que c'est en gros tout. Et puis sinon, j'ai 2 enfants que j'aime beaucoup, Félicitations. qui ne sont pas des enfants, malheureusement. Voilà, qui sont tous les deux en bio, comme mon père, qui était océanographe. Et voilà, j'ai 3 chiens. Et puis, de manière générale, je pense que j'aime beaucoup la vie, même si elle est parfois très cruelle. Et pourquoi vous êtes dirigé vers cette voie? Voilà, ça, c'est une question un tout petit peu compliquée, mais parce que, alors, où est-ce que je peux commencer? Bon, j'ai commencé à publier, en fait, à écrire très tôt. Donc, l'écriture reste, en fait, mon premier dada. Ça l'a toujours été toute ma vie, quoi, on va dire. Alors, ça c'est beaucoup lié en fait à ma mère qui me lisait des histoires et elle est écrivain aussi. Alors, je pense qu'il y a l'amour, il vient de l'écriture, vient de là. Et puis aussi l'amour de écouter des histoires. Ouais, c'est toute psychothérapie, enfin même un entretien. Vous allez dans un autre monde, quoi, vous voyez. Il y a des gens qui partagent quelque chose avec vous, leur monde, leur vision. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là où j'aime bien écouter les gens et leurs histoires. Et donc, voilà. Et puis après, bon, moi, j'avais fait après, plus tard, bon, d'abord, j'étais danseuse de ballet classique. Puis j'ai eu un souci, j'étais blessée quoi, lors de la guerre de Yémen. Mon père travaillait pour les Nations Unies, donc on était là-bas quand il y avait la guerre. Et donc je me suis fait attraper par un obus, quoi. Désolé. Et donc ensuite, j'avais étudié le théâtre, j'étais metteur en scène. Et puis par la suite, Paris 5 m'avait demandé en fait de donner des cours de théâtre aux étudiants en psychologie. Et voilà, donc j'ai donné les cours. Et voilà, et puis après, je suis allée écouter les cours de psychologie. Puis je me suis dit, ah bah tiens, c'est pas si mal que ça. Donc, ça me permettrait, en fait, je pensais à ce moment-là, je me suis dit, ah, ça me permettrait, en fait, de comprendre mieux les relations qui existent entre un metteur en scène et des acteurs. Et voilà, et puis ça m'a accroché, puis je suis restée. Ah, c'est bien ça. Et vous avez écrit votre histoire à vous? Je suis en train de l'écrire chaque jour. Ah oui. Mais pour faire un scénario ou un film ou quelque chose. Pourquoi vous êtes intéressé aux spécialités comme l'évaluation neurocognitive ou les théories, la recherche, l'application clinique? Pourquoi ça spécifiquement? Parce que, d'une part, je pense que c'est parce que j'ai baigné un peu dans ça, enfin, dans ma famille, quoi. En fait, ma mère, elle est écrivain, journaliste, et mon père était océanographe, mais il écrivait aussi, faisait de la recherche. Donc, en fait, vous voyez, ces deux aspects-là, qui a un côté biologique et psychique, je pense que je suis tombée dans la marmite, quoi, en fait, déjà. Et je pense que du coup, je n'arrive tout simplement pas à concevoir de ne pas prendre en compte les deux aspects. Ouais. Alors, quand j'ai étudié à Paris 5, c'était très mal vu de penser comme ça. Donc, bon, évidemment, j'ai aussi la formation psychanalytique, je suis psychanalyste, mais disons qu'à l'époque, donc, on avait les premiers cours en neuropsy, c'était à ce moment-là, et qui étaient très mal foutus. On avait juste, je sais pas, 3, 4 cours, quelque chose comme ça. Et donc, en sortant de la fac, j'avais parlé beaucoup avec Chabert, hein, qui était ma prof, quoi, et qui m'a beaucoup influencé en fait dans mes approches aussi. Et je lui ai dit, voilà, tout bêtement, je dis, mais moi, ce que je veux faire en sortant de la fac, je veux faire un pont en fait entre la neurologie et la psychanalyse. Tous les profs m'ont regardé comme si j'étais cinglée. Oh là là. Et Chabert m'avait dit à ce moment-là, vous savez, Mademoiselle Stirn, vous savez quel est votre problème? C'est que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est que Ah oui? j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes, etc., quoi, si vous voulez. Mais alors, ça, c'est pas mon problème du tout.
Je D'accord. peux réfléchir longtemps, mais j'arrive à prendre des décisions, quoi. Et donc, c'était clair dans ma tête. Et donc, après, j'ai pu, en fait, profiter. On a mis en place, en fait, une formation à la salpêtrière, un peu sur ma peau, on va dire. Et donc, j'ai pu vraiment bien me former à ce niveau-là. Je me suis formée moi-même vraiment en lecture, en neurologie, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien du tout au côté neuropsy. Et donc, j'ai poursuivi un peu dans cette voie-là. Et donc, le livre que j'ai publié en 2018 est l'aboutissement, en fait, de cette phrase-là, faire le pont. Bah, c'est bien. Je pense que j'ai réussi. Bah, c'est bien, félicitations, hein. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Il faut des personnes comme vous pour amener ce renouveau, même si ça dérange certains. C'est gentil. Et après, vous êtes dirigé du coup vers la psychothérapie psychanalytique. Pourquoi D'une part, c'est parce que ça va de soi, déjà. Hmm. D'accord. En tant que psychologue, moi, je pense que tout psychologue, quel que soit son domaine d'intervention, à mon sens, devrait avoir effectué soit une analyse, soit une psychothérapie par un psychologue, psychiatre, etc., quoi. En tout cas, les gens qui sont réellement formés à la psychothérapie, quelle que soit en fait la chapelle, quoi, vous voyez. Parce que la psychologie est d'abord, vous voyez, on est nous-mêmes notre propre outil. Oui. Et donc, si je ne connais pas mon outil, vous voyez, c'est comme les tests, si je ne le connais pas, si je ne sais pas ce que je mesure, eh ben, je ne peux pas le faire. Je vais faire quelque chose de faux, en fait. Et c'est pareil pour la psychologie en général, quoi. Je veux dire, il faut que je connaisse un minimum mon propre outil. Et ça, c'est moi-même, pour commencer. Il y a quelqu'un qui disait que le plus important des combats, c'était les combats intérieurs. Et je crois Les que combats intérieurs. intérieurs, ah bah oui, Mais on l'oublie des fois, hein. il n'y a que ça. Mais il y en a qui l'oublient, ils sont plus Bah, à faire l'image extérieure que intérieure. ben oui, mais à quoi sert l'image si je ne l'habite pas? Euh, Oui, j- vous qui aimez la photographie, hein, vous savez de quoi il s'agit, hein, non? Vous faites la photo, hein? ah oui, tout à fait, oui, oui, oui. Et de la poésie là que je vous avais envoyée, je ne sais pas si vous avez pu les lire. Oui, oui, merci beaucoup, hein. C'est un grand partage, hein. La poésie, c'est quelque chose de très intime quand même. D'ailleurs, vous écrivez des poésies, non? C'est ça? Vous m'avez Alors moi, dit? j'ai publié les poésies à un moment, mais là, disons que je j'ai pas trop le temps pour ça, parce que je pense que pour la poésie, il faut avoir vraiment une disposition particulière. Personnellement, je suis vraiment actuellement vraiment dans la vie de tous les jours, dans le réel, les demandes des gens, les écrits qui peuvent réellement apporter peut-être quelque chose aux cliniciens, aux neuropsy, etc. Enfin, voilà. Donc, pour moi, en tout cas, la poésie s'écrit quand on peut se détacher du réel. Et là, actuellement, pour moi, c'est pas le cas. Mais je trouve que c'est joliment dit, déjà. J'ai vu que vous vous intéressez aussi à l'art-thérapie, le management. L'art-thérapie, c'est par rapport à votre passé de danseuse et de metteur en scène ou metteuse en scène, je sais pas si on dit. On dit metteur ou metteuse maintenant en scène? Bizarre, hein, metteuse en scène, hein. Je sais, mais bon, vu qu'il y a l'écriture inclusif et tout, je sais plus moi. C'est un métier. Et il n'y a pas de féminin pour un métier, non? Une métière, quoi. Ah oui, je suis d'accord, hein. L'art-thérapie, oui. Enfin, l'art-thérapie, c'est quand j'étais à la fac, j'avais fait mon mémoire de master sur la thérapie par la sculpture. D'accord. Et parce que j'avais fait mon stage, j'ai pu travailler à Villévrard à ce moment-là, chez le docteur Bayon, quoi, et on avait monté le truc, quoi. Enfin, disons qu'on a jeté un peu dedans, mais bon, voilà. Et donc, du coup, je voulais faire mon master, enfin, maîtrise et DEA au DESS à ce moment-là. Et je demandais au prof si quelqu'un pouvait diriger mon mémoire.
Et à l'époque, il y avait Edith Lecourt qui était en fait branchée beaucoup musique, vous voyez, en thérapie, mais qui partait pour je ne sais pas quelle raison. Donc, il n'y avait personne. Et c'est mes amis psychiatres qui m'ont aidé en fait. Par ailleurs, Docteur Croc, hein, il m'avait aidé à ce moment-là. Et ils m'ont branché avec la Société française de psychopathologie de l'expression. Donc, D'accord. en fait, non, je les ai rencontrés déjà en licence, j'étais en licence. Il faut les suivre, hein, ce qu'ils font, hein. Société française de psychopathologie de l'expression. On D'accord. fait 2 journées par an. Et en fait, ils m'ont un tout petit peu mis aussi dans la marmite. On n'arrête pas de me mettre dans la marmite, en fait, hein, depuis toujours. On prend toutes les marmites de cette ère. Mais bon, je ne fais pas exprès, hein. Et en fait, il y avait un congrès comme ça, organisé à Sainte-Anne, quoi, me semble-t-il, à ce moment-là. Alors bon, il paraît que je suis grande gueule, hein, c'est ce qu'on dit, mais bon, je sais franchement pas pour l'être, quoi. Mais il y avait une communication, et puis cette dame qui parlait, elle disait oui, mais je ne comprends pas très bien quel pourrait être le rapport avec l'imago maternel et l'imago paternel, là, 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 là. Et donc, moi, avec toute mon naïveté en licence, je dis excusez-moi, peut-être je peux vous aider parce qu'en fait, vous voyez, Winnicott, il a quand même approché la zone transitionnelle, blablabla. Oui. D'accord, je fais le truc et tout d'un coup, silence complet dans la salle, mais complet quoi. Et alors je me dis, oh, mais j'ai dû dire n'importe quoi. Voilà, j'étais vraiment très mal à l'aise et voilà, 3 minutes comme ça qui durent, silence et après tout le monde éclate de rire. Tout le monde, toute la salle quoi. Ah bon? Je me sentais super mal, super mal. Donc, je sors, je me dis, je pars, quoi, parce que franchement, quelle honte et tout. Et puis, il y a une dame qui court derrière moi et me dit, mais vous partez, je dis, ouais. Voilà, je lui fais encore une bourde et dit, non, non, c'était très juste ce que vous avez dit. À part que la dame qui parlait, c'était une des psychanalystes très réputées de Paris. Donc, vous lui avez donné une leçon de psychanalyse, quoi. Ouais, c'est ça. Et Vous du lui coup, ils avez m'ont. rappelé les bases. Ouais, ouais, non, c'est ça, oui. Mais bon, vous voyez, quand on est jeune, bon, voilà, c'est pas très bien, hein. Donc, bon, en tout cas, elle m'a branché pour faire une communication. Donc, j'ai fait ma première communication pour la Société française de psychopathologie de l'expression quand j'étais encore en licence, en fait. Et je suis restée leur membre, bon, avec une petite interruption parce que je me suis branchée une neuropsy, mais sinon jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Ça fera du bien aux cliniciens d'y aller parce que c'est une société en fait qui réunit des psychiatres, des psychologues, des art thérapeutes, des artistes, etc., avec vraiment des approches totalement ouvertes, quoi. Vous voyez, je veux dire, chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice et c'est super agréable, super agréable. Non, c'est magnifique. Là, si vous voulez, là, il y a une journée là je sais plus si c'est novembre ou décembre, quoi, à Paris. En fait, il y a une journée à Paris en automne, et puis une autre journée qui se fait toujours en province, quoi, en printemps. Ça dépend, ça change à chaque fois. Il y a un autre endroit en province. D'accord. C'est quoi le congrès mimétis, justement? Il y a marqué sidération, effondrement, renaissance. Non, mais c'est un événement qui est à venir, là, non? Je crois, C'est un oui. peu une colle aussi, c'est à venir, là. Et ça consiste en quoi? Ça a parlé de... Un congrès mimétis, voilà. Mais moi, je me suis juste marqué, hein, ce truc-là, en fait, hein. C'est du 15 au 18, quoi, juin, palais des congrès. Rédacteur en chef. Pourquoi vous êtes rédacteur en chef? De, Ben, de votre... un, de psychologie web Ouais, TV. ouais, c'est ça, ouais. Oui, bah pourquoi? Parce que je le suis. Parce que je pensais qu'il était important, en fait, de, de développer une chaîne YouTube avec des interviews, tout d'abord, de personnalités, en fait, qui ont posé, en fait, des fondations, vous voyez, de la psychologie, des psychologues, etc. Donc, et puis, comme là, certains sont malheureusement décédés, comme Jean-Pierre Chartier, je me suis dit qu'il est grandiosement temps Oui.
de faire des interviews en live avec eux. Vous voyez, parce que ça, c'est l'histoire, ça. Donc, c'est écrire l'histoire. Donc ça, c'est en premier lieu. Et après aussi, tout ce qui est plus des approches des jeunes, quoi. Par exemple, là, j'ai une interview des étudiants en fin d'études, et après des neuropsychologues, enfin, ce genre de choses, quoi. Vous voyez. Donc, je pense que c'est l'information, enfin, l'information dans le sens de la communication, hein, me paraît vraiment très importante. Ça a toujours été. Et le réseau national des psychologues, il est né comme ça aussi, dans ce sens-là. Pour rentrer à l'école des psychologues praticiens, Oui. qu'est-ce qu'il faut comme bagage ou comme CV ou comme formation? Le bac, d'une. Après, il y a un concours d'entrée, hein, à psychoprate. Et pour ce concours d'entrée, ben, ma foi, bon, voilà, il faut des trucs classiques, quoi, CV, machin. Et après, il y a des entretiens avec les profs et tout ça. Donc, voilà, donc il y a quand même une sélection qui est faite. Il y a une autre particularité sur le principe, je ne pense pas qu'ils ont changé ça. On ne peut pas rentrer, si vous voulez, genre en troisième année, quoi. Il faut commencer dès le début. Il faut faire les 5 années. C'est une école payante. On peut obtenir des financements. Moi, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très, très bien. Je recommande vraiment. Parce que du coup, il y a différentes choses. D'une, une bonne partie, si vous voulez, des enseignants sont aussi des praticiens. Donc, il y a cette double approche. Le nombre, il n'est pas aussi important que vous pouvez l'avoir à la fac. Donc, du coup, ils font beaucoup plus de travail ensemble avec les profs, etc., quoi. Je trouve que c'est mieux. Ils sont beaucoup formés à la pratique. Et ensuite, il y a, par exemple, 2 domaines comme ça, clinique et ressources humaines. Et ils doivent faire, par exemple, des stages dans l'un et l'autre domaine, tous. Donc, du coup, ils ont vraiment une ouverture comme ça, je trouve. Et après, ils vont se spécialiser, quoi. Mais il faut dans les deux. Et alors, je ne sais pas s'ils ont changé ça, mais je ne pense pas. Sur le principe, il y avait toujours, enfin, surtout la dernière année, 3 jours de cours et 3 jours de stage. D'accord. Donc, il y a quand même un accent très fort qui est mis sur le côté praticien, quoi, je trouve. Et c'est ça qui diffère beaucoup, beaucoup de la fac, quoi, en fait. Et après, il doit faire un mémoire. Et c'est nettement, enfin, moi, je trouve que c'est nettement mieux organisé. Pourquoi? Parce que les étudiants, par exemple, quand ils sont en troisième année, ils vont déjà aller chercher les profs avec qui ils auraient pu travailler un sujet. Donc, généralement, c'est eux qui choisissent le sujet, ce qu'ils veulent faire de la fac aujourd'hui aussi. Mhm. Et donc, genre, en printemps, avant de commencer la quatrième année, ils ont en principe déjà un prof qui va être chargé et d'accord de diriger le mémoire. Et donc déjà en été, voilà, ils vont avoir une bibliographie généralement à travailler, etc. Donc il va être déjà fin prêt. Et donc les mémoires sont généralement vraiment de très très bonne qualité. Est-ce que vous voulez parler de votre, plus en profondeur, de votre côté artistique, tout ce que vous avez pu voir par rapport à la danse, au théâtre et le lien qu'il peut y avoir avec la psychologie? J'ai travaillé ça beaucoup plus à la fac parce que là c'est pareil, c'est Bernard Duez, qui était mon prof, et après, il était enseignant à Lyon plus tard, ouais, dans l'équipe de KS et Roussillon, etc. Mais aussi un peu jeté comme ça, un peu dans la marmite, il faut dire. Parce que, bon, à vrai dire, on n'arrêtait pas de le chercher quelque part, quoi, dans les cours. Et puis un jour, voilà, il a dit, bon, bah, puisque vous avez tellement à dire, hein, vous allez préparer un TD sur l'espace théâtral et l'espace psychique. Je disais, ah zut alors. Voilà, mais bon, évidemment, c'était super intéressant. Donc, j'avais fait un travail là-dessus, j'ai fait la présentation, et après, j'ai donné des cours, quoi, à Paris 5 là-dessus, aux étudiants, quoi. C'est lui qui m'a mis un peu dans le truc, quoi, non, il faut dire. Mais pas après mes études, pendant mes études, quoi. Donc, c'est aussi un peu bizarre. Ceci dit, je dois dire que en ce qui concerne le théâtre et la danse, je n'ai jamais voulu en fait mélanger un peu les deux domaines. Oui. Parce qu'au niveau de la danse et du théâtre, bon, personnellement, je les faisais professionnellement, ouais.
Et donc, du coup, c'est vraiment tout à fait une autre disposition. Du coup, je suis quelqu'un de ultra exigeant à ce niveau-là, quoi. Donc, et pas nécessairement pédagogique et tout ça, vous voyez. Ouais. Donc, du coup, l'art-thérapie, j'ai choisi plutôt dans d'autres domaines, quoi, comme la sculpture, la terre glaise, ce genre de choses. Bon, à part un atelier que j'avais monté, mais bon, on avait fait les patients, c'était un travail groupal. Les patients devaient, par exemple, produire des dessins sur des différentes thématiques, et ensuite on les mettait ensemble, et ils devaient se convenir d'en faire une histoire et la jouer après. Et du coup, on a monté des pièces. Ce qui est assez surprenant, quoi. Ce que je voudrais quand même dire par rapport à l'art-thérapie, vous voyez, parfois, maintenant, si vous restez vraiment dans la clinique, quoi, en fait, là, on n'est pas dans quelque chose qui serait des troubles cognitifs, quoi. Avec certaines personnes, vous voyez, qui n'arrivent pas à mettre les mots, en fait, sur ce qui leur arrive, et il y en a quand même pas mal, eh bien, l'art-thérapie, vous voyez, l'utilisation du dessin, de la peinture, peut faire vraiment avancer les choses et justement, vous voyez, après, les gens, ils ont euh, plus facilement la possibilité de mettre les mots sur le dessin, par exemple, sur D'accord. la peinture, vous voyez, sur les couleurs, etc., quoi, vous voyez. Et donc, c'est un outil extrêmement précieux. Parce que du coup, si vous voulez, quand ils sont dans la peinture, dans les couleurs, etc., enfin, euh, et justement, j'avais publié un cas, là, il n'y a pas longtemps, là, je ne sais plus, il y a 1 an, 2 ans, pour la Société française de psychopathologie et de l'expression, où vraiment, là, c'était impossible de faire quelque chose, quoi, au niveau d'une thérapie comme ça, on va dire, classique. Et puis, j'avais utilisé la peinture, la personne pouvait choisir les couleurs. En fait, il devait peindre, hein, le ressenti, ce qui lui arrivait, vous voyez. C'était un Ouais. cas très difficile, hein, un cas de pédophilie, etc. C'était vraiment difficile, quoi, on va dire. Et puis là, voilà, les choses sont ouvertes parce que tout d'un coup, vous voyez, la peinture, la couleur, ça fait émerger en fait le pulsionnel, les émotions, quoi. Ouais, tout ça, c'est vraiment, en clinique, c'est vraiment très, très précieux. Après, moi, j'ai pas trop le temps de le faire parce que bon, je suis maintenant vraiment beaucoup, beaucoup sur le diagnostic, quoi, on va dire. Et c'est super. Avec les enfants, c'est pareil. C'est absolument incroyable. L'autre fois, j'ai demandé à une enfant, en fait, de se noter parce que, bon, Covid a engendré, en fait, dans la population générale, hein, donc c'est pas nécessairement des cas psychopathologiques, vous voyez, Mhm. des, vraiment des angoisses incroyables, quoi. Alors, les enfants, ils peuvent pas dormir, ils ont des troubles de s'endormir, dormir, des maux d'estomac, des vertiges, hyperactivité à l'école. Enfin, ça, on s'imagine même pas comment ça a explosé, quoi. Ouais. Et donc, moi, je les reçois aujourd'hui et j'ai développé en fait une thérapie. Alors, elle est intégrative dans le sens où il y a le côté cognition avec un EG, quoi, mais très stylé, quoi, et là. Et ce qu'on appelle la méditation guidée. Donc, on va travailler sur D'accord. l'attention focalisée, vous voyez, Oui, oui. qui du coup est évidemment perturbée, mais en travaillant sur l'attention focalisée, vous voyez, parce que les gens doivent, par exemple, s'efforcer de, par exemple, gérer le rythme cardiaque, vous voyez. C'est incroyable, non? Ah oui, oui, oui. Fou. Mais oui. Oui, je Et, suis d'accord. non, mais c'est complètement fou si on y pense. Les gens ne savent même pas qu'ils sont capables de faire ce genre de choses, vous voyez. Mm. Et alors, j'ai fait ça avec les adultes. Après, je me suis dit, bon, bah, j'essaie avec les enfants, on verra bien s'ils s'ennuient tous ou pas, ou s'ils arrivent ou pas. Eh ben, nickel, hein. Ça marche tout seul, hein. C'est incroyable comment ça les intéresse, comment ils s'adaptent vraiment très, très facilement. Euh, donc voilà, donc on fait cette thérapie-là. Et puis, je demande, par exemple, aux enfants, tout au début, en fait, d'écrire quand ils ont des soucis de sommeil, de autres, etc. Quoi. Vous voyez, ils prennent des notes. Oui.
ça permet en fait de ritualiser quelque chose et que peu à peu, ils puissent gérer en fait cette angoisse qui les submerge. Ouais, c'est une manière de la poser dans le réel. Du coup, si je la pose dans le réel, du coup, je la maîtrise au moins un tout petit peu. Donc ça, c'est le début. Eh bien, ils amènent leurs petites notes, quoi. Et là, c'est Ouais. génial, quoi, parce que là, ils écrivent ça. Alors, ils écrivent vraiment, c'est incroyable. Je dis, bon, vous notez un peu l'heure et qu'est-ce qui arrive de ça. Alors, l'heure, c'est genre 21h17, quoi. C'est Ouais. génial. Voilà. Donc, on commence à maîtriser son temps, son espace, son corps, c'est génial. Mais alors, ils vont toujours dessiner quelque chose à côté. Ouais, ils Ah sont oui? toujours dans le dessin. Ah ouais, parce que c'est vraiment leur mode d'expression privilégié, quoi. Donc là, ouais, on a vraiment, c'est un vrai matériel psychique, quoi, du coup, le dessin. C'est extraordinaire. En fait, ils me surprennent tout le temps. Moi, je pense que ça les ennuie, hein, ce que je leur demande de faire, mais n'empêche que ça leur permet de gérer les choses. Et après, une fois, c'est quand même intéressant parce que il faut à peu près un mois et demi là, par la thérapie là, pour que ces symptômes partent en fait. Vous voyez. Ah oui? Un mois et demi. D'accord. C'est sympa, hein. Je trouve que c'est vraiment sympa parce que bon, je ne savais pas au début, je ne savais pas du tout combien de séances ça demanderait quoi, avec la Mind 2, hein, j'appelle la Mind 2, cette thérapie. Et donc, oui, un mois et demi. En moyenne, c'est un mois et demi. C'est bien. Vous trouvez que c'est assez court ou qu'est-ce que vous pensez de ce temps-là? Disons que j'ai quand même passé une bonne partie de ma vie professionnelle à créer des outils, d'une part, à conceptualiser le travail que je fais Oui. et pour essayer de parvenir, si vous voulez, à des outils, parce que c'est un outil, cette thérapie plutôt, hein, à des outils qui prennent pas trop de temps, ni aux personnes, ni aux psychothérapeutes par ailleurs, ouais, euh, pour avoir leur efficacité. En fait, c'est quelque chose d'assez simple. On va dire de manière générale, si maintenant je vais dire qu'est-ce qui sert réellement en tant que psychothérapie, je peux dire clairement la psychanalyse, comme ça, d'emblée. D'accord? D'accord. Parce que, pourquoi? Parce que la psychanalyse va aller vraiment dans les profondeurs et elle est vraiment la seule qui permet en fait une modification de notre propre fonctionnement, si je dis rapidement les choses comme ça, hein. Mais maintenant, tout le monde n'est pas dans cette demande-là. Vous voyez. Oui. Et donc, les gens qui viennent nous voir, pour la majeure partie, en fait, ils sont concernés par un problème ou plusieurs petits problèmes. Ouais. Et donc, je pense qu'il est essentiel, en fait, d'avoir un vrai, ce qu'on appelait autrefois le premier entretien, c'était vraiment sous-entendu que c'est un entretien d'évaluation. Hein. Qu'est-ce qui arrive là maintenant? Quelle est la demande? Voilà. Et c'est celui-là qui permet en fait de déterminer les objectifs. Ou dans le code de déontologie des psychologues, ça s'appelle le but assigné. Oui. Le but D'accord. assigné, si vous voulez, de mon intervention là maintenant. Oui. 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 Donc, si j'ai un enfant qui vient et sa famille parce que il se couche à 1h du mat, parce qu'il ne dort pas, parce qu'il est hyperactif à l'école, je vais dire, voilà, ça c'est mon problème là maintenant. Ouais. Et en fait, on fait comme en psychanalyse. En réalité, on dit, voilà, on va faire une tranche. D'accord. Et ça, c'est cette tranche-là. Et pour cette tranche-là, hein, si je pose ça en tant qu'objectif, ben, qu'est-ce que je vais imaginer comme outil, hein, pour pouvoir élaborer cet objectif-là avec l'enfant, la famille, l'adulte, n'importe, hein. Et donc, du coup, si vous voulez, j'ai vraiment travaillé pendant quelques années là autour de cette thérapie Mind 2 qui inclut d'un côté une évaluation des fonctions, si vous voulez, attentionnelles et exécutives qui sont à la base de notre fonctionnement cognitif, d'accord? Et une D'accord. évaluation de la cognition sociale, vous voyez?
tout ce qui est Ouais. reconnaître les émotions ou les intentions d'autrui chez soi, etc. Parce que c'est malgré tout ce qui pose le plus problème aux gens, quoi, du tout venant, quoi, en fait. Ouais. Mm. Et donc, il y a cette évaluation, ça c'est une séance. Il y a 4 séances de la main 2, hein, et donc, en fait, avec un appareil qui enregistre ce qui est un électroencéphalogramme et qui va enregistrer donc les ondes cérébrales et que les gens peuvent voir en réel. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont faire des exercices et à la fin, ils verront bien quel était leur pourcentage où ils pouvaient maintenir l'attention, être plutôt calme, gérer la respiration, le rythme cardiaque, etc. Quoi, d'accord? Et donc, après ça, on fait une réévaluation au niveau des Ouais. fonctions attentionnelles et exécutives et de la cognition sociale, et on voit l'effet, en fait, de la thérapie. Et donc, et je termine généralement là, pas toujours, hein, ça dépend des gens, évidemment, c'est toujours adapté à l'individu, quoi. Hein. Mais généralement, on arrête là. Pourquoi? Parce qu'on a fait cette tranche-là. Plus tard, les gens, s'ils ont envie de faire une autre tranche, quelle que soit leur demande, on peut le faire. Mais je trouve assez, même, je dirais, mes collègues ne vont pas m'aimer du tout, mais je trouve parfois nocif, en fait, même nocif, de maintenir les gens, quoi, si vous voulez, dans ce qu'ils appellent des suivis. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on maintient les gens dans une dépendance. Ouais. Si c'est pas travailler. Je vois. Si c'est pas travailler, hein, non. Par exemple, moi, quand j'avais ma formation, franchement, hein, ça, en neuropsy et cognitif, ça manque beaucoup, en fait, de travailler sur son propre intérieur, si vous voulez, non, et sur cet outil que je suis, et de se poser vraiment la question, quelle est ma place, en quoi est-ce que ça me touche de manière narcissique, et ça, c'est la chose la plus difficile, hein, pour un psychothérapeute, hein, de pas aller dans de pas se prendre dans un jeu narcissique, quoi, pour soi-même, quoi. Parce que si on se fait ça à soi-même, ben, l'autre, il est mort, hein. Je veux dire, il est dans la dépendance, quoi. Et on n'analyse pas assez ce genre de choses. Mais il y a vraiment quelque chose qui me préoccupe beaucoup, beaucoup en ce moment. C'est vraiment l'explosion, en fait, des demandes, quoi, envers les psychologues, quoi. C'est une explosion monumentale, hein, j'ai jamais vu quelque chose de cette sorte-là. Il y avait toujours eu, c'était toujours plein et tout ce que vous voulez, mais actuellement, on n'arrive pas à gérer du tout, on n'arrive plus du tout à gérer. Ce qui veut dire que le Covid a soit réveillé quelque chose qui était déjà là, mais surtout, il a provoqué vraiment il y a vraiment des conséquences, enfin, d'un côté, vraiment de la maladie en soi, mais surtout du confinement et de l'éloignement social. Vous voyez, je veux dire, l'être humain, c'est un être social. Nous, on ne peut pas exister si on n'est pas sociaux. Ça n'existe pas. Ouais. Et c'est notre survie, en fait, qui est basée là-dessus, quoi, là, depuis des millénaires, quoi. Et donc, chez les enfants, enfin, ils en parlent vraiment directement. Hein. Ça a provoqué mais des failles comme ça, et des besoins, des manques, des angoisses. Vous voyez, les humains, sans le toucher, on ne peut pas fonctionner, c'est comme ça. Et là, c'est une catastrophe. Et toutes les demandes de ces gens-là, alors moi j'essaie de leur trouver des solutions, mais on a des files d'attente, par exemple, dans les hôpitaux, il y a des files d'attente de quelques mois, voire parfois des années, quoi. Un an pour être reçu et dans des centres spécialisés, par exemple pour les autistes, eh ben, un an pour être reçu, hein, faire éventuellement une évaluation, deux Ouais. ans pour être pris en charge. Vous savez qu'est-ce que c'est 2 ans pour un enfant? C'est énorme. Ouais. Et on est en train de plomber, en fait. Là, par exemple, pour une bonne partie de la population, c'est des petites choses, je dirais, bah, elles sont grandes pour eux, mais c'est des petites choses dans le sens où nous, les psychologues, on peut réellement travailler là-dessus, quoi. Ça ne demande pas non plus 3000 ans, quoi, hein, pour défaire un peu, vous voyez,
ces angoisses, quoi. Mais si on ne va pas travailler là-dessus, elles vont se figer. Ouais. Et là, les enfants, ils ne sont pas bien, hein. Enfin, les adultes aussi, hein, mais disons que là, je suis vraiment particulièrement touchée par ces demandes autour des enfants, hein. Dans les écoles, ils ont noté, il y a beaucoup plus de gens, entre guillemets, hyperactifs, hein, je veux dire, qui bougent et qui n'arrivent pas à tenir en place, etc. Il y en a beaucoup plus par classe, quoi, hein, je veux dire, ça a plus que triplé, quoi. Donc, c'est une énorme préoccupation. Et moi, je me dis, c'est quand même la responsabilité, quoi, des pouvoirs publics, quoi, de s'en occuper, quoi, de donner des moyens pour pouvoir recevoir tous ces gens-là, hein. Parce que vous voyez que d'avoir 50 demandes en 2 semaines, c'est pas rien, hein, quand même. C'est catastrophique. Pour finir, vous avez un message personnel que vous voulez faire passer aux personnes qui vont vous écouter ou vous regarder? Ce que vous voulez. Alors, d'abord peut-être pour les jeunes qui veulent faire les études de psychologie ou reprendre les études de psychologie. Oui, merci. C'est pas toujours facile, en fait. Vous voyez? Ouais. Parce qu'il faut soi-même élaborer tout ce qui nous parvient. Mais je pense que c'est quand même un des plus beaux métiers au monde, quoi, quand même, pour beaucoup de raisons. D'abord pour les gens et pour les rencontres, quoi, en fait. Après pour la recherche, après pour l'innovation des outils qu'il faut faire. Les jeunes, ils ont énormément de possibilités aujourd'hui. Ils ont tout le matériel, quoi. Vous voyez, la conceptualisation, ils l'ont. Donc, ils peuvent faire plein de projets, quoi, je pense. Donc, c'est pas... il ne faut pas penser que c'est un avenir sombre pour les psychologues, ça l'est pas. Pour l'humanité peut-être, mais pas pour les psychologues. D'accord. Mais, et puis pour les gens, ouais, moi j'aimerais bien que les gens se saisissent en fait des psychologues, quoi. Vous voyez, il y a parfois juste des petits soucis, quoi, mais vous savez, hein, c'est comme un grain de sable, quoi, hein, je veux dire, il est tout petit, quoi, mais il dérange, quoi, quand même. Donc, c'est bien d'aller voir un psychologue, hop, régler un peu les choses, et puis tout d'un coup, la vie, je pense, elle est légèrement plus légère, en fait. Oui. Donc voilà, ça, en gros, c'est ça. Et maintenant, pour l'humanité, bon, quelque part, je dois dire, on a beaucoup de choses qui étaient perturbantes et qui sont encore perturbantes et qui seront perturbantes dans l'avenir très proche, quoi. Mais personnellement, je fais malgré tout assez confiance à cette humanité. Elle essaie toujours à un moment donné s'en sortir. Ouais. Ouais. C'est beau, hein. Mais merci beaucoup pour toutes ces... Notamment c'est riche, mais en plus c'est poétique. Merci à vous surtout. Ben avec plaisir, hein. Ben merci beaucoup, je vous dérange pas plus et je vous souhaite une bonne après-midi. D'accord, à vous aussi. Bon après-midi, bonne continuation.